à tous, comment allez-vous depuis la dernière fois? Moi plutôt pas mal. Alors continuons un petit peu cette petite série d'économies. Le marché du travail a une spécificité bien particulière. Les individus offrent leur force de travail et les entreprises demandent le travail. Eh bien oui, on a intégré depuis très longtemps une erreur de langage. Même si la domination est très tendance, et très à la mode, donc depuis 50 nuances degrés, avouez que vous vous sentez tout de suite beaucoup plus à l'aise. Et finalement, Anastasia offrait sa force de travail et Christian était demandeur d'emploi en ouvrant le poste dans son entreprise. Bon, nous voilà beaucoup mieux dans nos baskets, la vérité est ainsi rétablie, poursuivons. Saviez-vous que vous êtes considérés comme des inactifs? Oh la vache, un comble pour un élève de prépa qui a souvent abandonné tous ses loisirs pour viser une petite moyenne au col. Étudiants, vous vous occupez en effet d'une activité non rémunérée, comme les retraités, les bénévoles dans les associations, les parents au foyer. Vous remarquerez que je dis parents, pas femmes au foyer. Vous êtes inactifs car votre activité non rémunérée ne participe pas à la création de la richesse nationale. C'est pas juste. Vous produisez en fait une valeur ajoutée que l'indicateur de croissance, retenu dans nos économies, le fameux PIB, produit intérieur brut, ne considère pas. Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux, les économistes, à admettre ces limites. Mais moi, je comprends pas. Le PIB reste leur boussole quasi unique. Ils ont dû se mettre en mode avion, nos gouvernants. Le message ne passe décidément vraiment pas. Bref, désolée, je m'égare et... Ah oui, je vous parlais de quoi? Oui, je vous parlais d'inactivité. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'elle constitue le troisième cercle de l'emploi, aux côtés de l'emploi et du chômage. Le premier est associé à une activité rémunérée et le deuxième à une absence d'activité rémunérée. Passer d'un cercle d'emploi à l'autre est très facile. On peut réduire volontairement ou involontairement son temps de travail, partir en formation ou être travailleur en économie souterraine. Ces cercles de l'emploi offrent bien sûr l'opportunité d'interpréter autrement quelques bonnes intentions politiques. Le congé parental prolongé, est-ce que c'est une délicate attention ou est-ce que c'est le moyen de transférer une personne du cercle de l'emploi et du chômage, ou est-ce que c'est la possibilité de le transférer vers l'inactivité? Et puis, une personne sans emploi et en formation, elle est au chômage ou est-ce qu'elle est inactive? Bref, les chiffres officiels, reparlons-en. 9,1%, c'est le taux de chômage en France au second trimestre 2018. Oui, je sais, je me répète, je vous l'ai déjà dit dans le précédent podcast, mais j'ai gardé un petit truc sous le coude. En fait, le taux reflète une réalité excessivement complexe où les différences géographiques de genre, d'âge, mais aussi de niveau d'éducation et d'origine ethnique jouent encore pour beaucoup. Et oui, il vaut mieux être un homme d'une petite trentaine, d'origine européenne, si ça veut dire quelque chose bien sûr, ayant fait des études supérieures, idéalement ayant obtenu un master, et vivant en milieu urbain. Si vous réunissez toutes ces conditions, vous êtes le regagnant d'un totem d'immunité. Évidemment, ce totem est temporaire, faut pas rêver, vous allez vous aussi vieillir. Je savais que ça valait le coup que je vous revienne sur ce chiffre, vous êtes contents. Les économistes débattent toujours sur les causes de ce chômage. Ils n'ont jamais su se mettre d'accord. Pire finalement, le type de politique d'emploi qui est mise en œuvre répond à une perception idéologique qui est propre à chacun. Et c'est le moment pour vous de vous faire votre propre idée. Jadis, à la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, la régulation du marché du travail se faisait par l'élimination physique, pure et simple, des travailleurs les plus pauvres. Si, je vous jure. Jean-Baptiste C. et Ricardo expliqueront chacun à leur façon que l'on distribue un salaire de subsistance à ceux qui font les travaux les plus simples. Et puis, quand il n'y a plus besoin de ces travaux simples, les salaires tombent en dessous d'un taux assurant leur survie. Au grand banquet de la nature, pas de couvert pour les plus pauvres, dira même Malthus en 1798. Alors vous comprendrez qu'en ces années empreintes d'inégalité sociale, cette petite troupe de comiques a fait un malheur. Les années sont passées, et heureusement, les théories économiques se sont humanisées. Vous risquez le chômage si vous demandez un salaire trop élevé. Ah la vache, vous devriez vraiment avoir honte, mais honte d'être aussi vénal. Vous ne demandez pas un salaire plus élevé que pratiqué, mais dans les entreprises, mais vous êtes quand même au chômage. Et bien en fait, c'est parce que le salaire finalement pratiqué dans les entreprises est déjà trop élevé. Ben oui. Entre le salaire minimum, les syndicats qui bloquent, les allocations chômage, le code du travail, comment est-ce que vous voulez que le salaire soit flexible? Valras, Marshall et toute la petite compagnie des classiques néoclassiques l'ont déjà pourtant dit. Les rigidités sont trop nombreuses pour l'ajustement automatique du marché du travail. Vénal et assisté en plus. Autant dire vous cumulez. Enfin, on est bien d'accord. Vous cumulez les vices dans le cas présent et pas les jobs. Autre configuration, vous êtes sans job parce que vous en cherchez justement et que cette recherche peut prendre du temps. L'information peut ne pas circuler parfaitement entre vous et les entreprises qui recherchent votre profil. Et c'est pour ça qu'il existe Pôle emploi ou des réseaux professionnels que vous connaissez plutôt bien. C'est pour résoudre ce problème de chômage frictionnel.
Attention, ce délai d'adaptation entre l'offre et la demande de travail, il peut aussi venir du fait que vos compétences ne sont pas adéquates par rapport à ce dont les entreprises ont besoin. Si vous optez pour des qualifications qui sont déjà largement en excédent sur le marché du travail, vous risquez le chômage structurel à coup sûr. Enfin, évidemment, si tu as le réseau, tu es plutôt tranquille. Ça vous rappelle rien, ça, d'ailleurs? Joseph expliquait très bien comment le progrès technique a à la fois des effets négatifs sur le chômage, mais aussi des effets positifs. L'innovation redistribue les cartes, et dans votre jeu, si vous avez les bonnes qualifications, c'est tranquille. Et si ce n'est pas le cas pour tout le monde, eh bien, il va falloir adapter l'appareil productif le plus rapidement possible, et ça devient un enjeu prioritaire. Gardez bien cela en tête. C'est l'univers du colbertisme 2.0, et ce sera l'un de mes prochains podcasts. Enfin, vous risquez le chômage conjoncturel si les entreprises anticipent une demande effective beaucoup trop fragile. Et ça, c'est John Maynard Keynes, qui vous dirait par exemple que si vous ne consommez pas assez, les perspectives de production et d'investissement des entreprises sont insuffisantes. Et bam, chômage. Même mieux, le petit chômage de masse, durable, si personne ne relance la machine. Simple, basique, John, mais franchement pas très rassurant. Parce qu'on n'est plus en 1936, et continuer à fonder la croissance et donc l'emploi sur la consommation, que dis-je ? La surconsommation, c'est peut-être pas très judicieux en ces temps. Alors le sujet est sensible, évidemment. En même temps, ça chauffe. Allez, on se fera une petite COP23 dans un prochain podcast. Merci.